Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 13 mars 2008 et j'ai le plaisir de vous présenter le 41e numéro d'Entre nous soit dit. Je ne sais pas si beaucoup de voyous ont été carchérisés par les soins de M. Sarkozy ou par ceux qui lui succèdent dans les fonctions de ministre de l'Intérieur. En tout cas, nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir un recteur carchérisé. Monsieur le recteur Morvan, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes l'ancien recteur de l'Académie de Lyon et vous venez de publier un ouvrage intitulé « L'honneur et les honneurs, souvenirs d'un recteur carchérisé ». Il faudrait d'ailleurs dire carchérisé. Carchérisé, oui, en France, voilà. L'umlaut allemand. En France, neutralisé. Voilà, neutralisé. C'est bien la seule chose qui soit neutralisée dans l'affaire. Voici à la caméra cet ouvrage qui vient d'être publié aux éditions Grasset. Alors, c'est un ouvrage vraiment étonnant, car je dois dire qu'à deux égards, j'ai été terriblement surpris par votre livre. La première surprise a résidé dans la conception que vous faites de vos fonctions. Je vous avoue que c'est la première fois que je rencontre depuis bien longtemps un haut fonctionnaire, ô combien haut fonctionnaire, qui croit en l'État et qui croit en sa mission. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, mais en tout cas, on ne les voit pas et on ne les entend pas beaucoup. C'est un premier point. Deuxième point, il est évident que le sort qui vous a été fait est tout à fait stupéfiant, car quand quelqu'un comme un recteur d'académie, qui est quand même un très haut fonctionnaire, un très haut responsable de l'éducation nationale, met en avant des raisons de caractère purement réglementaire pour interdire l'ouverture d'une école, on en parlera bien sûr dans un instant, on se dit, finalement, la loi étant pour l'administration dans cette affaire, on ne voit pas quelle sanction il pourrait y avoir. Eh bien si, il y en a eu une, parce que la politique s'est mise dans cette affaire, et donc vous vous êtes retrouvé au terme d'un certain nombre de péripéties dont nous parlerons, carchérisé, c'est-à-dire en fait renvoyé de vos fonctions de recteur de l'Académie de Lyon pour des motifs, lorsqu'on examine votre dossier tel que vous nous le présentez, pour des motifs qui ne sont évidemment guère convaincants. Alors, monsieur le recteur, monsieur Alain Morvan, d'abord je suis heureux de vous accueillir, et deuxièmement, j'aimerais que vous nous précisiez tout d'abord dans quel esprit vous vous trouviez au moment où cette affaire a éclaté, c'est-à-dire qu'elle a éclaté il y a environ 2 ans. Alors, j'ai été carchérisé il y aura dans quelques jours une année, mais ce dossier qui a servi donc à mon éviction a été présenté devant moi, disons, oui, il y a presque 2 ans, c'est au printemps, à la fin du printemps 2006, et il a été présenté dans un premier temps de manière tout à fait technique. Je rappelle qu'il s'agissait donc de donner mon aval ou de le refuser à un projet d'ouverture d'établissements privés hors contrat. Il faut savoir, c'est un peu technique, mais il faut bien le savoir pour comprendre le nœud de l'affaire, que s'agissant d'un établissement privé hors contrat, 3 personnes seulement peuvent s'opposer à son ouverture, le procureur de la République, le préfet et le recteur de l'académie concernée. Alors ils peuvent le faire dans l'intérêt de l'hygiène et des bonnes mœurs. Ce sont des termes qui sont un tout petit peu anciens, qui fleurent bon la deuxième moitié du XIXe siècle, parce que les textes, effectivement, qui n'ont pas changé depuis, datent de cette époque. Alors, donc, au départ, nous sommes dans un contexte purement technique. Je n'ai naturellement rien à dire concernant l'aspect des mœurs. Les bonnes mœurs n'étaient pas, à ma connaissance, susceptibles d'être mises en cause. En revanche, s'agissant de cet établissement, j'avais de très très fortes raisons d'être méfiant concernant l'hygiène, c'est-à-dire ce qu'on appellerait maintenant la sécurité, l'environnement. Alors, avant que nous entrions un peu plus avant dans le dossier, rappelons quand même que cet établissement est un lycée-collège musulman, qui porte le nom, le projet s'appelle Al-Kindi. Al-Kindi est un philosophe, savant et philosophe arabe du IXe siècle, je crois. Oui, une belle figure d'ouverture, voilà, d'ailleurs, et qui faisait étrangement contraste, me semblait-il, et j'en ai eu la conviction de plus en plus forte, avec les intentions véritables des porteurs du projet. On me disait que c'était un établissement islamique, et moi, qui connaissais le rôle que l'UOIF notamment, et puis tout ce que l'UOIF représente en matière d'alliance avec les frères musulmans, d'alliance avec un certain nombre de pays du Proche-Orient, avec les pétrodollars
radars, etc., j'avais toute raison de penser que derrière cette appellation d'islamique, il y avait un autre adjectif très proche, mais avec une désinence un peu différente, qui est islamiste. Et cela faisait toute la différence. Mais je dois d'emblée signaler qu'au départ, j'ai abordé ce dossier sans aucune préconception, sans aucun préjugé. Ces aspects d'islamisme se sont révélés au fur et à mesure. Au départ, et c'est ça qui est très étonnant dans l'affaire, l'approche qui a été la mienne est une approche entièrement technique. Bon, des documents dont la plupart d'ailleurs étaient accessibles au grand public, qui provenaient de la direction régionale de l'environnement de Rhône-Alpes, qui provenaient également du ministère de l'écologie et du développement durable, attestaient. D'ailleurs, c'était de notoriété. Les gens qui habitent des Cines me l'ont ensuite confirmé, tout le monde le savait, attestaient la présence dans le sol de ce bâtiment, qui avait été autrefois un site industriel hautement polluant, puisque c'était les usines Brown-Boveri spécialisées en matière électrique lourde. Il y avait toute une série de substances qui étaient toxiques et certaines tout à fait cancérigènes. Et il y avait en outre, à côté de ce site, tout à côté, une conduite de gaz très menaçante, une conduite de gaz à haute pression, 40 bars, c'est beaucoup, 40 bars. C'est à peu près 40 fois un pneumatique. Voilà, 20 fois. Une grosse voiture, disons par exemple, une 607 se gonfle à 2 et quelques. Donc voilà. Bon, cette conduite qui était à une dizaine de mètres de l'arête du bâtiment, assortie, pour être complet, d'une station de détente qui permettait de temps en temps, à la pression, quand elle est trop forte, de se relâcher, qui recrachait des effluves de gaz dans l'atmosphère, et qui donc représentait un élément de fragilité supplémentaire, était entouré d'un dispositif de sécurité qui était tout simplement lamentable, catastrophique, avec des poteaux qui étaient à moitié déracinés, ou de guingois, un grillage défoncé. Enfin bref, s'agissant en plus d'un futur établissement potentiellement sensible et qui pouvait facilement devenir une cible, pourquoi pas, d'attentat, eh bien, je trouvais que c'était un véritable défi au bon sens et pourquoi pas un pouce au crime. Alors, il faut peut-être préciser, rappeler une fois de plus, vous l'avez dit quand même tout à l'heure, que vous abordez ce dossier dans une optique purement technique, avez-vous dit, et d'autre part, que si il n'y avait pas eu de problème de sécurité, cette école aurait bénéficié sans aucun doute de... D'abord, je n'avais aucune raison de m'opposer à cette ouverture, et puis je veux dire, le dossier n'aurait pas bénéficié de l'attention très soutenue que mes collaborateurs et moi-même, parce que ça a été un travail d'équipe, ça n'a pas été uniquement le travail d'un homme qui aurait voulu en découdre à tout prix avec l'islam, c'est pas du tout ça. Encore une fois, la loi dit, ces trois personnes, procureur, préfet, recteur, peuvent s'opposer dans l'intérêt de l'hygiène. J'ai traduit naturellement, s'agissant d'un dossier aussi capital, il s'agit après tout d'enfants, donc d'hygiène, j'ai traduit peuvent s'opposer par doivent s'opposer. On ne peut pas détourner le regard pudiquement sous prétexte que ça va moins chagriner monsieur X, Y ou Z d'un dossier aussi épineux. C'est non seulement une affaire de responsabilité légale, mais c'est aussi une affaire de conscience. Je le dis sans grandiloquence, pour moi, il était tout à fait difficile de ne pas prendre le maximum de garanties. Alors voilà, j'ai rapidement fait connaître mes doutes là-dessus, et ce qui m'a, si j'ose dire, mis la puce à l'oreille, outre le fait que les dépositaires du dossier, les promoteurs du dossier l'ont déposé dans mes services à une date assez paradoxale, c'est-à-dire fin juillet, en voulant bénéficier, puisque nous avions un mois pour donner notre avis, voulant bénéficier de ce qu'ils pensaient être la période de... Alors, malheureusement, pour eux, heureusement pour la sécurité, j'avais donné des habitudes de continuité de service public au rectorat de Lyon tel que le dossier a été parfaitement instruit. Et voilà-t-il pas que, au creux du mois d'août, j'ai été, c'est là que l'affaire a basculé, j'ai reçu, ce qui est assez exceptionnel dans le journal de la République, une convocation, alors que j'étais pour quelques jours en vacances à l'étranger, convocation à me rendre à une réunion un beau matin au ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, de l'époque, c'était M. Sarkozy. Ouais, c'est tout de même extraordinaire qu'un recteur d'académie sur un dossier purement académique, même s'il y a des connotations qu'on va découvrir bientôt, soit convoqué au ministère de l'Intérieur. Mais quel est le motif d'une telle convocation? Alors, le motif d'une telle convocation était
comme on dit, de faire passer un message. Je dois dire que le ministère de l'Éducation nationale, qui lui, à la différence du rectorat de Lyon, faisait un peu roue libre à cette période, et les manettes étaient tenues par quelqu'un qui était à l'époque directeur adjoint du cabinet de M. Drobien, et à mon avis, la dignité et le courage auraient exigé que on dise au recteur, ah non, vous n'y allez pas, ça ne concerne pas l'intérieur, si une réunion doit avoir lieu à laquelle vous participerez, ça aura lieu chez nous. Non, 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 bon, je ne veux pas polémiquer, mais je suis très lucide. J'ai l'impression que, dès cette époque-là, un certain nombre de ministres, c'était le cas de M. Drobien, en tout cas c'était le cas de ses collaborateurs, ne voulaient pas faire quoi que ce soit qui risque de déplaire à celui que l'on n'osait pas appeler par son nom. C'est un petit témoignage que je vous livre ici, mais que beaucoup d'autres pourraient faire à ma place. Le microcosme des cabinets, dont j'ai même plus parlé de M. Sarkozy, on disait le ministre d'État. Le ministre d'État avec une révérence entrecoupée d'un certain... Oui, oui, oui. D'ailleurs, voilà. Tout ça commence à ressortir maintenant à travers des dossiers très différents du vôtre, mais il semble bien que la réflexion que vous faites à un moment de votre livre, savoir que l'essentiel des relations de M. Sarkozy avec autrui était fondé sur la crainte, soit de plus en plus vérifiée. J'en ai recueilli pas mal de témoignages moi-même de gens qui, effectivement, se sont vus ou menacés, enfin d'une façon politique, bien entendu, il ne s'agissait pas d'autre chose. Enfin, les menaces politiques, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu ennuyeux pour que celui qui les reçoit. Tout à fait. Alors là, je n'ai pas été menacé, ça a été plus subtil. Mais au bout du compte, la démarche était la même. Alors pour répondre à votre question, pourquoi cette réunion? Eh bien, cette réunion visait à me faire entendre qu'il ne servirait à rien de m'opposer à ce dossier. Je pense que, d'une manière ou d'une autre, les services de la préfecture du Rhône avaient bien compris que nous entendions faire notre travail jusqu'au bout. Ils avaient capté, car à l'époque, je le dis, à l'époque j'ai commencé à être placé sur écoute. Je ne peux pas le prouver, et je ne me garderai bien de dire tel service plutôt que tel autre. Mais enfin, bon, demandons-nous dans cette affaire à qui profite le crime. Et l'administration de l'Intérieur avait bien capté qu'il y avait à Lyon un recteur un tout petit peu récalcitrant, c'est-à-dire consciencieux, qui n'aurait pas le bon esprit de déférer au désir du ministre d'État, qui en l'occurrence valait bien tous les scrupules d'ordre environnemental qu'on pouvait avoir. Donc ça a été très simple, on m'a laissé parler, j'ai expliqué par le menu tous les doutes que j'avais vis-à-vis de cette pollution du sol, vis-à-vis de la conduite de gaz, etc. Et puis, la personne qui conduisait les débats, face à un représentant du cabinet du ministre de l'Éducation nationale qui brillait par son silence et par sa timidité presque agenouillée, la personne qui présidait, qui est à l'heure actuelle d'ailleurs, vous voyez comme les choses sont bien faites, préfet de la région Rhône-Alpes et préfet du Rhône. Ce préfet, n'est-ce pas, qui à l'époque était directeur adjoint du cabinet de M. Sarkozy, qui s'appelle M. Géraud, m'a dit à plusieurs reprises qu'il n'était pas envisageable de mener un combat perdu d'avance. Alors ça m'a beaucoup amusé parce que M. Géraud se dit gaulliste, enfin c'est une étiquette qu'on met hélas un peu à toutes les sauces, et alors le simple concept qu'il y ait des combats perdus d'avance, pour moi qui ai tendance justement à préférer cela, je trouve que c'est le plus intéressant. Les combats qui ne sont pas perdus d'avance, enfin les combats gagnés, je veux dire, quand on n'a même pas livré bataille, ça n'a aucun intérêt. J'avoue que j'étais assez surpris et que je me suis dit que effectivement cette affaire sentait quand même bigrement la politique. Et quelle n'a pas été ma surprise d'entendre lors de la présentation des arguments et par le préfet du Rhône et par les collaborateurs de M. Sarkozy, d'entendre un plaidoyer pour l'ouverture de cet établissement et d'autres établissements semblables qui me rappelaient, je dirais, parfois à la virgule près ou à l'intonation près, les arguments qui avaient été présentés par l'UOIF. Alors l'UOIF, précisons-le pour ceux de nos téléspectateurs qui ne seraient pas très informés, c'est l'Union des organisations islamistes de France qui passe pour un mouvement plus radical parmi les organisations islamiques et qui donc était, semble-t-il, fort bien considéré par M. Sarkozy dans la mesure où il a fait reposer l'essentiel
de l'organisation appelée le Conseil du culte, le Conseil français du culte musulman, sur la participation de cette fameuse UOIF, en vertu du principe qu'il faut traiter avec l'effort, croit-il en tout cas, et de préférence avec d'autres, qui sont d'ailleurs eux aussi, il faut le dire, dans le Conseil français du culte musulman. Mais là, nous touchons du doigt quand même quelque chose qui est fondamental au plan politique. C'est-à-dire qu'il y a un ministre de l'Intérieur qui est candidat, il l'est déjà à l'époque à la présidence de la République, il ne le dissimule pas, même si la candidature n'est pas encore officielle, et qui veut fonder sa politique, d'une part sur l'accord avec un certain nombre d'organisations islamiques, et d'autre part, et là encore il faut le dire, sur le développement d'un certain communautarisme. Tout à fait. Ça c'est un problème extrêmement important. Voilà, et qui d'ailleurs fait sens pleinement maintenant quand on rapproche les prises de position qui ont été les siennes à l'époque, quand on rapproche d'un certain nombre de discours qu'il a pu tenir récemment. Je ne pense pas là spécialement au discours de Latran, mais à celui de Riyad, où l'on voit, à la faveur de cette promotion d'une laïcité dite positive, la porte ouverte effectivement à la politesse, non pas la politesse aux nations, mais la politesse aux différentes religions. L'idée de fond étant, si je tiens les cadres religieux, eh bien je tiendrai la population qui en dépend, ce que je crois d'ailleurs ne pas être un très bon calcul en vérité, parce que des sondages ont été faits après les élections présidentielles qui montraient que le vote musulman n'avait pas été majoritairement vers M. Sarkozy. Alors il y a un autre élément dans votre livre que vous racontez bien sûr, mais que vous n'avez peut-être pas encore complètement démêler les fils, voilà, c'est le terme que vous avez été, avant que cette affaire n'éclate, en conflit avec l'université Lyon 3 à propos des déclarations qui ont été qualifiées de révisionnistes par certains, et il s'en défend, par M. Gollnisch. Donc, votre livre comprend également plusieurs chapitres consacrés à cette affaire, mais ce que vous ne saviez peut-être pas à l'époque, mais dont M. Sarkozy maintenant révèle le fond, c'est que toute sa campagne présidentielle a été fondée sur l'idée de capter les électeurs du Front National. Donc à partir du moment où vous étiez le recteur, que vous étiez aussi opposé à un personnage important du Front National, vous étiez doublement gênant. Car vous gêniez à la fois la conquête des voix du Front National et la conquête des voix islamistes et la politique, je dirais, communautaire de M. Sarkozy. Donc, votre sort était évidemment en très mauvais état. Oui, bien sûr, et au-delà peut-être même l'élection de M. Perben, je constate d'ailleurs, et je me garderai d'être ironique, parce qu'on ne tire pas sur un corbillard, n'est-ce pas? On ne tire pas sur un corbillard, que mon éviction n'a pas suffi à assurer l'élection de M. Perben. Soyons prudents à propos de M. Gollnisch, parce que je le connais, il est très procédurier. Alors, effectivement, ce dont il faut parler, c'est, pour être très très exact par rapport au chef avancé par la justice, il faut parler de contestation de crimes contre l'humanité. Il a été condamné, mais il a fait appel. Il est maintenant, je pense, sur le point de se pourvoir en cassation. C'est vrai que j'ai donné un coup de pied dans la fourmilière de Lyon 3. C'est vrai que ça a beaucoup déplu. Et ça a beaucoup déplu notamment à une certaine partie de la droite lyonnaise qui avait en ligne de mire des accords de second tour et qui m'a considéré, alors que, bon, là encore, j'agissais en conscience et j'estimais qu'il fallait que je fasse mon métier de chancelier des universités de manière qu'il ne soit pas purement protocolaire, formel, et ne se limite à point à inaugurer quelques chrysanthèmes. Cette façon de faire mon métier a déplu, effectivement, et on a réclamé ma tête très tôt. Oui. Alors on peut ajouter peut-être à ceci que cette affaire est au cœur d'un débat beaucoup plus vaste qui est en train d'agiter pas mal les milieux universitaires. Et vous êtes, nous l'oublions pas, un universitaire. Vous êtes professeur. Je suis redevenu professeur d'université. Vous êtes professeur d'université, donc vous n'êtes pas un fonctionnaire au sens traditionnel dans lequel le public l'entend. Vous êtes avant tout un universitaire. Et donc, dans cette affaire du procès de M. Gollnisch et des procès en série qui se déroulent, il y a quand même ce grand débat qui a lieu entre historiens actuellement, à savoir, est-ce qu'une loi
comme celle de la loi Guesso en particulier, parce que c'est elle qui est avancée dans ces cas-là, est une loi vraiment légitime? Est-ce qu'elle n'interdit pas aux historiens de travailler? Je vous avoue que c'est un débat très vaste dans lequel je ne me sens pas de compétence, n'étant pas historien moi-même, mais je pense quand même que même si vous avez une autre opinion, je pense que c'est un débat qui mérite d'être mené. C'est un débat très intéressant. En tout cas, moi je vais vous dire que je me suis félicité qu'il y eut cette loi Guesso, parce que ça nous permettait de mettre un terme à une dérive qui est une dérive franche et massive, enfin massive mais pas très franche, de la part de l'Université Lyon 3, dont tout un pan à l'époque. Dieu merci, les choses sont en train de changer. Il y a eu l'élection d'un nouveau président et un nouveau cours est en train de se dessiner. Mais il est vrai que ceux qui essayaient de promouvoir l'affairisme, qui allaient bon train à Lyon 3, avaient délégué toute une partie de leur souveraineté à ceux qui, de leur côté, faisaient prospérer un certain nombre de thèses d'extrême droite, et notamment des thèses racialistes, et notamment aussi, vous avez parlé de négationnisme tout à l'heure, des thèses qui effectivement étaient des thèses négationnistes. Alors, est-ce qu'on a la capacité de tout dire? Est-ce que, sous prétexte que les historiens, comme le dit M. Gollnisch, doivent décider entre eux, le public n'a pas le droit d'être informé du côté répréhensible de la négation des crimes contre l'humanité? Je crois, je le dis très franchement, après avoir fait le tour du problème, je crois très franchement qu'il faut un arsenal juridique et que la loi Guesso n'est pas cette espèce d'épouvantail juridique qu'on brandit parfois. J'ai été content que la justice, en tout cas, s'en prévale pour faire son travail vis-à-vis de M. Gollnisch, comme moi j'ai essayé de le faire du côté disciplinaire des choses, puisqu'il y avait l'action judiciaire, de l'autre côté l'action administrative, les deux étant naturellement sans dépendance. Je citais cela parce que politiquement ça ne se comprendrait pas non plus si toute l'affaire n'était pas exposée, mais ce n'est pas vraiment l'essentiel du problème posé par votre livre. L'essentiel, c'est quand même, et vous le dites à un moment dans vos chapitres, c'est que sera le XXIe siècle. Alors évidemment, on peut toujours citer Malraux, etc., mais ce que l'on peut dire à coup sûr pour la France, car c'est vraiment un problème qui dépasse la France, mais qui nous concerne en France, c'est que où la France sera capable de rester un creuset d'intégration et d'assimilation, et dans ce cas-là, elle a une chance de subsister en tant que France, ou sinon, est-ce qu'elle ne va pas tout simplement se libaniser? Est-ce que ça n'est pas au fond ça votre affaire? C'est exactement l'argument que j'avance lorsque j'essaye d'expliquer pourquoi je suis favorable à une laïcité non pas positive, parce que la laïcité positive chez M. Sarkozy et Mme Alliot-Marie évoque quand même un tout petit peu le contraire de la laïcité, mais donc face à je souhaite que nous gardions le parti d'une laïcité tout à fait cohérente et fidèle, mon Dieu, à la loi de 1905. Cette loi n'est quand même pas à rien, elle a permis à notre pays de vivre pendant un siècle, et ce que je reprocherai assez volontiers aux initiatives de M. Sarkozy depuis le mois de décembre, et à ses propos très imprudents qu'il a pu tenir sur diverses religions, c'est de venir remettre en cause des équilibres qui ont un siècle, et surtout de venir réveiller des passions qui ne demandaient qu'à être oubliées. Pourquoi relancer cette espèce... Est-ce qu'on va de nouveau se lancer des pierres entre partisans de l'école libre et partisans de l'école publique dans les rues en France? Mais est-ce que c'est ça que souhaite M. Sarkozy? C'est en tout cas ce vers quoi nous risquons d'aller si ce propos n'est pas modéré. Et voyez-vous, monsieur le recteur, il y a un autre aspect des choses auquel je pense que vous serez sensible par définition. C'est que si M. Sarkozy et beaucoup de gens comme lui, c'est-à-dire des gens qui font de la politique, connaissaient l'histoire, parce que c'est ça le véritable problème, ils se seraient bien gardés de ce genre d'attitude, car vous disiez tout à l'heure que la loi de 1905 a permis à la France de vivre pendant un siècle dans une relative paix, en tout cas sur le plan religieux. Mais n'oublions pas qu'il avait fallu plus d'un siècle pour y arriver aussi. Donc nous sommes, après un siècle de conflits terribles, ça n'était pas les guerres de religion du XVIe ou du XVIIe siècle, mais c'était quand même des conflits très durs qui ont eu lieu pendant tout le XIXe. Bon, nous nous trouvons avec une loi qui est ce qu'elle est, mais qui est une résultante. Et finalement, aujourd'hui, on semble oublier que la France est un pays qui a une histoire. On l'oublie parce que le régime mis en place par M. Sarkozy, ce n'est pas, comme certains le disent, le régime du bling-bling. Je dirais tout simplement, c'est le régime de l'inculture. Effectivement, il y a une méconnaissance crasse
et parfois triomphante, triomphaliste, de certains concepts philosophiques de base, et surtout du passé de notre pays, du passé de l'humanité. Et puis il y a aussi une méconnaissance crasse de ce qui se passe à l'heure actuelle dans le reste du monde. Nous avons, toutes religions confondues, une résurgence assez terrifiante du phénomène intégriste. J'ai eu l'occasion, c'était un de mes derniers soucis lorsque j'étais recteur l'an dernier, j'ai eu l'occasion de me battre contre la tentative de diffusion par un Turc islamiste un peu illuminé d'un atlas de la création luxueux et manifestement fort cher et manifestement financé par des méthodes plus ou moins avouables et qui, à chaque page, faisait l'apologie des thèses dites créationnistes, c'est-à-dire prenait le contre-pied de ce que nous sommes censés, dans notre système éducatif, enseigner aux enfants, c'est-à-dire un minimum de faits concernant l'évolution des espèces. Alors, ce qui est très inquiétant et très intéressant en même temps, c'est de voir la conjonction de tout ça, les photos qui illustraient cet admirable album. Il était très beau du point de vue, et donc très séduisant, et donc très dangereux. Pour les formels, c'était des photos qui, pour la plupart, venaient de laboratoires américains. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'il y avait un lien entre un certain intégrisme fondamentaliste protestant tel qu'on le voit sévir aux États-Unis, et puis cette entreprise-là, intégriste et obscurantiste de tous les pays, unissez-vous. Voilà. Eh bien, sur cet appel à l'union, qui n'est pas vraiment celui que vous adressez, par antiphrase. Voilà, c'est par antiphrase, nous allons donc mettre un terme à la première partie de cette émission. Je vais quand même rappeler d'abord que votre éviction ayant été faite, vous avez, en tant qu'universitaire, repris vos fonctions d'enseignant, vous l'avez dit tout à l'heure, à Paris-Sorbonne. Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Paris 3, et donc vous êtes angliciste. Alors voilà, j'enseigne la littérature anglaise, et donc je m'empresse de dire que je ne considère pas du tout ça comme une relégation. Je suis très heureux, j'ai toujours été très fier d'être universitaire, et d'ailleurs je m'évertuais en tant que recteur à universitariser, si j'ose dire, le plus possible cette fonction, en essayant de rester fidèle à l'éthique, à une certaine conception de la culture, etc. Toutes choses qui malheureusement sont en train de s'évanouir en raison de cette évolution de la haute fonction publique qui conçoit mal que la liberté de penser puisse s'appliquer. Moi, j'ai été confronté au problème du communautarisme, au problème d'une certaine extrême droite, et puis surtout, problème d'une dérive absolue de l'éthique de la fonction publique. Le haut fonctionnaire doit se taire, me dit-on, mais n'y a-t-il pas des occasions où le haut fonctionnaire doit également dire ce qu'il croit avoir vu? Eh bien, c'est précisément ce que nous sommes en train de faire, et au cours de la deuxième partie de cette émission, nous aurons évidemment l'occasion d'aborder d'une façon plus générale les problèmes de l'enseignement en France. À tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission Entre nous soit dit, dont l'invité est le recteur Alain Morvan, qui vient de publier aux éditions Grasset un ouvrage que je vous présente, L'honneur et les honneurs, et dont le sous-titre, je pense que vous allez pouvoir le lire, Souvenir d'un recteur carchérisé. Voilà, je pense que vous l'avez bien vu, c'est un livre très instructif, et comme le dit un fantaisiste bien connu, je vous laisse réfléchir là-dessus. Alors, nous avons effectivement, au cours de la première partie de cette émission, évoqué cette affaire qui, au-delà d'un conflit entre un recteur qui voulait faire son métier et un ministre d'État qui voulait être président de la République, il n'y avait aucun conflit personnel, bien entendu, c'était un conflit de principe. Au-delà de ce conflit, il y a quand même une évolution très importante qui est celle de la société française. Doit-elle aller vers un certain communautarisme, comme certains le recommandent? Doit-elle au contraire respecter la laïcité qui lui a permis de demeurer une nation, en tout cas parce qu'elle a fondu dans le même creuset des populations d'origine différentes? C'est un très vaste débat, très important qu'il faut mener. Mais pour l'instant, nous allons, en ce qui nous concerne, continuer à mener le débat au plan qui est le vôtre professionnellement, c'est-à-dire celui de l'éducation. L'éducation nationale, mais qui n'est pas que nationale. L'éducation, c'est un problème général. Alors, j'ai envie de vous poser une question à la fois très simple et finalement très vaste. Comment va l'éducation nationale? Je crois qu'elle va beaucoup mieux qu'on a parfois tendance à le penser. C'est vrai que la presse, dans sa culture du marronnier, a tendance à proposer des panoramas très alarmistes. Moi, j'ai retiré des 15 ans où presque 15 ans où j'étais recteur, et puis aussi des plus de 40 années, ou
depuis lesquels je sers l'éducation nationale, à des titres divers et dans des fonctions diverses, l'impression d'un énorme gisement de dévouement, d'un énorme gisement de savoir, parfois de perte en ligne, bien entendu, comme dans tout système, parce que le système est un système gigantesque, mais quand on y pense, l'éducation nationale est une machine superbement huilée. Nous allons, dans quelques semaines, j'imagine, recommencer à parler les uns et les autres des examens, et notamment du baccalauréat. Il faut avoir été dans l'administration de l'éducation nationale, ou l'avoir côtoyé de près, pour se rendre compte à quel point cette machine est d'une extraordinaire efficacité, un petit peu comme cette efficacité qu'on prêtait autrefois, à juste titre, au postier, où une lettre postée un jour arrive le lendemain à destination. Regardez le nombre de catastrophes qu'il y a pour le baccalauréat. Elles sont, Dieu merci, minimes. Il y a parfois une marge incompressible d'erreurs matérielles qui sont dues d'ailleurs la plupart du temps à des impondérables plutôt qu'à un vice caché. Eh bien, à chaque fois qu'une petite erreur surgit, l'éducation nationale se débrouille pour rattraper au plus vite les dégâts potentiels. Alors on est tenté de vous dire à ce moment-là, bon, si vraiment l'éducation nationale va moins mal qu'on le dit, de deux choses l'une, ou bien c'est parce que la presse ou les particuliers mettent en exergue un certain nombre de cas choquants, il en existe évidemment, bien sûr. Ou bien alors c'est que il y a certains chiffres qu'on ne prend pas en compte, parce que vous ne pouvez quand même pas nier que il y a un nombre important d'élèves qui quittent l'enseignement primaire sans savoir lire, écrire ni compter. Vous ne pouvez pas nier non plus nier non plus que le fait que 85%, je crois, de réussite au bac ne soit pas forcément démonstratif de la validité de l'examen. On peut en discuter. Par ailleurs, vous défendez dans votre livre le fait que le bac doit rester, comme la tradition le veut et comme son statut le veut, le premier grade de l'enseignement universitaire. Bref, tout ceci qui est au cœur des débats actuels sur l'éducation nationale fait problème dans la mesure où, au fond, on se demande si tout ce que l'on dit a encore une valeur. Est-ce que vraiment ce bac qui doit permettre à tout jeune, l'ayant passé, d'accéder à l'université, peut-il rester ce qu'il est, ou ne faudrait-il pas faire une grande réforme finalement? Oui, le problème des grandes réformes, c'est qu'elles se succèdent les unes les autres et qu'elles se neutralisent. Le problème du baccalauréat est un problème double. C'est un problème d'abord strictement éducatif, mais c'est aussi, je dirais, plus largement un problème, je dirais pas, c'est un problème citoyen. J'ai coutume de dire que le baccalauréat, c'est un peu comme la loi de 1905 finalement, c'est un des socle du pacte républicain. Je pense que quand on voit la façon dont les choses ont évolué depuis 3 ou 4 décennies, quand on voit comment la massification indéniable et naturellement inévitable et souhaitable de notre enseignement, qu'il soit secondaire ou supérieur, s'est accompagné très curieusement, et ça on le dit beaucoup moins, d'un recul de la démocratisation, en ce sens que, par exemple, et ça, un certain nombre de gens l'ont très bien dit, et notamment Dominique de Villepin l'avait dit très très clairement en 2006, mais comme on était en pré-campagne, on attribuait toujours à celui qui prenait la parole quand c'était voilà, Nicolas Sarkozy ou Dominique de Villepin des arrière-pensées électoralistes, qui probablement étaient présentes, mais enfin, Dominique de Villepin avait bien fait ressortir une espèce de recul, par exemple, des catégories dites populaires dans la population des classes préparatoires aux grandes écoles, qui sont un des niveaux structurants de notre enseignement d'État, et dont je souhaite très ardemment, soit dit en passant, le maintien. Alors, il faut, je crois, travailler naturellement à une meilleure démocratisation des choses, mais que cette démocratisation s'assortisse naturellement d'un maintien de l'exigence de ce que l'on appelait autrefois, c'était un ministre de l'Éducation nationale, dont on ne parle plus guère en ce moment, qui s'appelait Jean-Pierre Chevènement, c'est ce qu'il appelait l'élitisme républicain. Après tout, pourquoi pas? Qu'y a-t-il de choquant à prôner l'élitisme républicain et qu'y a-t-il d'utopique à en prévoir le maintien? Le maintien et peut-être même la réalisation. Parce que la réalisation. L'élitisme républicain, oui, il vaut pour une certaine catégorie d'élèves. Oui. Ceux-là, ils franchissent tout le cursus avec bonheur et avec talent, et voilà. Puis ils arrivent aux plus hautes fonctions de la République sans aucune difficulté particulière. Mais vous avez parlé tout à l'heure, à juste titre, bien sûr, de la massification de l'enseignement. Oui. Est-ce que cette massification est compatible, finalement, avec un traitement
parallèle et aussi massif de la part de l'administration. Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer justement de fragmenter, je ne dis pas de déstructurer, de fragmenter le système de manière à ce qu'il ait de meilleurs résultats. C'est quand même curieux de se dire que nous sommes en 2008, c'est-à-dire pratiquement un demi-siècle après qu'ait été lancé dans le monde entier l'idée que small is beautiful. Hein, c'est-à-dire que on n'est plus dans l'ère des grandes organisations verticales, et c'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les États, c'est vrai pour beaucoup de choses. La France est un des rares pays qui, lui, n'a pas réellement touché à son système pyramidal. Est-ce que ça n'est pas ça, au fond, le problème ? Écoutez, je ne sais pas. Si j'étais malicieux, j'essayerais d'établir un lien entre ce que nous sommes en train d'évoquer actuellement et ce que nous débattions un peu plus tôt à propos du communautarisme. Je me dis souvent que, précisément, cette espèce d'ampleur pyramidale, mais qui est également un gage de grande unité d'action, et qui remonte, qu'on le veuille ou non, effectivement à Paris, cette ampleur pyramidale est en même temps un gage de cohérence. Moi, ce que je redoute le plus possible, et ce qui fait que je suis un peu méfiant par rapport, non pas à la création des pôles régionaux d'enseignement supérieur, qui sont, me semble-t-il, une nécessité, mais par rapport à cette idée qu'il faudrait aller toujours plus avant dans l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur. C'est une partie du problème qui n'est pas sans importance. C'est précisément cette idée qu'il faut maintenir entre les différents établissements un niveau de comparaison qui soit véritable et non pas simplement fictif. Je veux dire, j'ai eu des expériences très diverses comme responsable de l'enseignement supérieur quand j'étais recteur, puisque j'étais recteur à Lyon, qui était un magnifique pôle d'enseignement supérieur et de recherche avec 4 universités dans l'académie. Il y a 4 universités d'État, une université libre, une pléiade de grandes écoles, toutes plus prestigieuses les unes que les autres. Et puis j'ai aussi été recteur de l'Académie d'Amiens, où il y avait une université technologique aux dimensions très réduites, l'ETC de Compiègne, et puis une université pour l'ensemble de la Picardie. Et je me disais que la partie n'était pas égale entre une université qui essayait tant bien que mal de servir le territoire des 3 départements picards avec des moyens qui étaient des moyens généralement assez faibles, et en étant obligé de faire face aux défis comment dirais-je, de la polyvalence, puisque la plupart de nos universités provinciales sont obligées, comment dirais-je, d'être pluridisciplinaires, et puis des universités, comme je pense par exemple à l'université Lyon 1, très axées sur la science, sur la médecine, sur les disciplines de santé, et qui, naturellement, de ce fait, représentent un capital de ressources bien plus considérable. Moi, je suis attaché, si vous voulez, alors peut-être est-ce le fruit de ma culture jacobine, hein, c'est mon petit défaut peut-être, mais je crois aussi que ça peut être une qualité. J'ai vu souvent des occasions où le jacobinisme, finalement, méritait d'avoir le dernier mot. Je suis attaché à ce que les jeunes, qui ont droit aussi à la mobilité, on la prône, et à juste titre. Moi, je suis de ceux qui pensent que le système Erasmus, par exemple, est tout à fait parfait. Enfin, il n'est pas parfait, loin de là, mais il est tout à fait européen, voilà, qui permet à des étudiants de toute discipline. Autrefois, il n'y avait guère que les étudiants de langue qui circulaient dans les pays étrangers. Maintenant, un étudiant en pharmacie peut très bien aller passer une année en Afrique ou aux États-Unis ou que sais-je encore. Et c'est très bien. Mais il faut que notre système, pour qu'il soit totalement lisible et qu'il soit totalement juste, pose une valeur égale s'agissant d'un diplôme décerné par l'Université d'Avignon, n'est-ce pas, une licence ou un Master 1 décerné par Avignon doit a priori présenter la même garantie de qualité scientifique que quelque chose qui aurait été obtenu, un diplôme équivalent qui aurait été obtenu à Paris 3, à Paris 4 ou à Lyon 2, si vous voulez. Donc ça, je pense que c'est une exigence républicaine, à savoir cette tradition que Bonaparte avait prise au passage, parce qu'elle remonte à bien plus haut que la création de l'université impériale, et qui est une certaine unité du système éducatif français. Est-ce que c'est possible? C'est là la question qu'on se pose. Est-ce qu'un diplôme, on parlait d'Avignon, les Avignonnais qui nous écoutent ou qui nous regardent vont probablement se sentir visés, mais... Non, mais justement, je veux les défendre. En l'occurrence, je veux les défendre. Je veux qu'ils puissent se prévaloir du même prestige. Ne parlons plus d'Avignon, mais de n'importe quelle université ailleurs qu'à Paris ou à Lyon, ou dans d'autres pôles d'excellence. Est-ce que c'est possible?
d'obtenir une qualité. Alors, je ne parle pas des enseignants eux-mêmes, qui sont très certainement, ayant eu les mêmes diplômes que les autres, d'excellents enseignants, mais est-ce que l'ensemble, le recrutement, le brassage d'élèves est suffisant pour... Peut-être vais-je vous répondre, je ne sais pas si c'est possible, mais ça doit l'être. Ah, d'accord. Ça doit l'être. C'est-à-dire que je pense que le système éducatif est un système qui ne se gère pas exactement comme les autres, que l'esprit d'entreprise, qui est par ailleurs tout à fait précieux, doit trouver un certain nombre de limitations, en l'occurrence, qui est précisément la nature très particulière du matériau sur lequel on travaille, quand même du matériau humain. C'est l'intelligence humaine et c'est la transformation progressive d'enfants en adolescents, d'adolescents en jeunes adultes et d'adultes en citoyens. Et j'ai tendance à penser, n'est-ce pas, que ce système ne peut fonctionner que s'il est porté par une véritable volonté politique. Pas nécessairement le souci de réorganiser les choses en les faisant éclater. Je ne suis pas persuadé qu'un système fragmenté, dès lors où la fragmentation serait totale, il n'y aurait plus de garantie quant à la valeur des diplômes, par exemple, offrirait des conditions de plus grande efficacité pour les futurs employeurs, pour les futurs employés, que le système que nous avons à l'heure actuelle. Il faut, je pense, postuler. Vous savez, on est en train de construire, c'est ce que je me dis souvent, nous sommes en train de construire l'Europe des universités. L'université, vous savez, le processus de Bologne, par exemple, qui remonte à quelques années, et qui consiste précisément à permettre non seulement les échanges, mais à prévoir toute une série d'équivalences. D'ailleurs, la création du système LMD, licence, maîtrise, doctorat, répondait à ce souci d'unification des procédures d'un pays à l'autre. Alors, moi je me dis, pourquoi faudrait-il que l'unification des procédures et finalement d'une certaine manière la mise en parallèle des cursus, il ne s'agit pas de faire une table rase des spécificités, loin de là, mais d'essayer de trouver le maximum de cohérence. Pourquoi faudrait-il que cette unification européenne de l'université et de l'enseignement supérieur s'assortisse d'une, je ne dirais pas d'une désintégration, mais d'un début de balkanisation de l'université française où finalement seul subsisterait, et c'est pour ça que je pense que nos téléspectateurs d'Avignon comprendront mon message, seul subsisterait dans ce vaste marché européen ceux qui sortiraient des universités réputées, à tort ou à raison, comme étant les plus prestigieuses, tout simplement parce qu'elles sont plus connues que les autres. Je crois que nous avons un devoir de garantir une certaine cohérence, une certaine parité en ce qui concerne la signification des diplômes nationaux. J'étais comme recteur chancelier chargé de délivrer le contre-seing ministériel. Je ne signais pas naturellement tous les diplômes individuellement, mais c'était la machine qui le faisait, mais je tenais par exemple à signer toujours, j'avais des petites manies, alors tout ce qui était doctorat, je le signais personnellement, puis je signais aussi, parce que je trouve ça très intéressant et très émouvant, je signais personnellement tous les diplômes de sage-femme. Voilà, parce que c'est un diplôme universitaire, je signais tous les diplômes de sage-femme. Bah écoutez, il y a beaucoup de nouveau-nés qui doivent vous en savoir gré. Alors nous avons donc aujourd'hui évidemment amené beaucoup de satisfaction chez les nouveau-nés. Nous avons également créé une nouvelle catégorie, à côté de la veuve de Carpentras qui illustre le petit épargnant, le petit boursicoteur, comme on dit. Il y a maintenant la sage-femme d'Avignon. Et donc, enfin bref, nous avons essayé de parler de la France en réalité, car c'est cela que nous évoquons. Mais il y a un deuxième défi auquel vous ne pouvez qu'être sensible aussi, c'est celui d'Internet. Alors je voudrais quand même revenir d'un mot sur le jacobinisme, sur la centralisation. Je ne suis pas, à proprement parler, un jacobin fanatique, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je me méfie, comme vous, de tout ce qui peut être désintégrateur, parce que rien n'est simple et rien n'est facile. Mais je dois quand même dire qu'à l'appui du jacobinisme, il y a quand même un élément très important, c'est qu'à l'époque où il y avait des préfets, et les préfets dépendaient non plus de considération régionale, mais de considération d'État, il n'y avait pas de corruption. Et ça, c'est quand même un phénomène extrêmement important. Je ne parle pas de la corruption des préfets, qui n'a jamais existé, sauf quelques cas d'espèce, mais d'une façon générale, la France est devenue un pays très corrompu. Ah, mais ça, je vais vous donner un exemple. Vous avez parfaitement raison. Et ça milite précisément en faveur du maintien d'une norme nationale. On peut aménager, vous avez raison. Vous savez, je vais vous
fournir la clé, enfin l'issue de notre petit débat amical. Il faut penser en termes de déconcentration, peut-être plutôt qu'en termes de décentralisation. De décentralisation. Voilà, la régionalisation est très bien, mais la décentralisation peut faire peur, et je crois que dans certaines circonstances, nous avons des raisons d'avoir peur d'elle. Je vais donner un petit exemple. J'ai eu une méthode d'observation de l'évolution des mœurs françaises incomparable pendant les quelques 15 ans où j'ai été recteur. Des recteurs comme un certain nombre de fonctionnaires, mais surtout reçoivent énormément de courriers d'intervention. Des interventions de particuliers, des interventions d'élus. Je peux vous dire que j'ai vu un dérapage, une dérive, je ne sais pas comment il faut appeler ça, au fil de ces quelques 15 années, en ce sens que les thématiques évoquées devenaient de plus en plus audacieuses. Bon, lorsque j'étais recteur à Clermont-Ferrand, on m'interrogeait sur des points techniques. Est-ce qu'il ne serait pas possible que le petit Intel soit reçu par un conseiller d'orientation parce qu'il hésite à choisir tel bac technologique plutôt que tel autre, etc. Ou alors, Madame Intel, professeur à tel endroit, a été victime d'une injustice administrative. Est-ce que vous pourriez... Très bien. Mais j'ai vu. Cela remonte à une dizaine d'années. Et puis, c'est quelque chose qui est en train de s'étendre. Et c'est quand même extraordinairement inquiétant. J'ai vu des élus, mais en toute bonne foi, ne se rendant pas compte de la portée du geste qu'ils accomplissaient ainsi, saisir l'administration en disant, ben voilà, j'ai appris que le jeune Intel avait été reçu au baccalauréat, or c'est un très bon élève, etc. Je vous serai reconnaissant, monsieur le recteur, de bien vouloir vérifier s'il n'est pas possible de reconsidérer. Enfin, voilà, naturellement, la lettre était prête. De reconsidérer quoi? Ben, le résultat. Ah, parce qu'il n'avait pas été reçu. Il n'avait pas été reçu, donc on demandait de... Alors c'est quand même assez stupide. J'avais cru entendre qu'il avait été reçu. Ah non, pardon, je me suis peut-être mal exprimé. Il n'avait pas été reçu. Il n'avait pas été reçu, donc on saisissait l'autorité académique pour voir, pour essayer de plaider, pour voir si on ne pouvait pas revenir sur un résultat d'examen. Alors c'est tout à fait extraordinaire. Alors, bon, nous répondions naturellement à la souveraineté des jurys, etc. Donc il n'était pas possible, sauf à remettre en cause la globalité des résultats, le tribunal administratif n'aura pas manqué l'un, de revenir sur les décisions du jury souverain, les seules conditions qui permettent d'intervenir sur le résultat, c'est quand il y a eu une erreur matérielle dans le décompte des notes. C'est une anecdote, un petit point très particulier, mais j'ai vu ce type de courrier se développer numériquement au fil des années, et je me dis qu'il ne faudrait pas que notre pays, qui est ouvert naturellement aux autres civilisations, se laisse gagner par certaines délices un peu délétères qui viennent de pays un tout petit peu plus, je dirais, méridionaux que le nôtre. Je parle en bas à droite. Ouais, vous parlez de la civilisation du bakchiche. Oui, la civilisation du bakchiche ou du berlusconisme, enfin, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Vous voyez, je crois qu'il faut quand même remettre de temps en temps les repères, et dans le système éducatif, je dirais, autant qu'ailleurs, méfions-nous effectivement de tout ce qui peut aller. Vous avez parlé de corruption, vous avez raison. Et alors, surtout quand cette corruption n'est pas consciente. Et justement, pour en être conscient, il faut affronter quotidiennement, comme cela m'arrive, des conflits qui naissent de la non-application des lois ou de toute une autre série de considérations. Et donc là, on peut vérifier que la corruption actuellement, et je vous avoue que ça a été pour moi une grande surprise, mais elle est généralisée en France. C'est une corruption qui affecte absolument tous les domaines de l'État. Et naturellement, tous les domaines qui ne sont pas de l'État. Mais c'est un problème très préoccupant et dont je crois qu'un président de la République digne de ce nom devrait réellement s'occuper activement, parce qu'il y a à la fois de bons diagnostics à faire, mais je pense qu'on peut les faire facilement, et de bons remèdes à appliquer. Mais là, c'est difficile et ça demande une optique tout particulièrement attentive. Alors, revenons à la question que je vous posais et que nous n'avons pas eu le temps de développer, Internet. Alors, effectivement, c'est un défi considérable parce que l'acquisition actuellement de l'information, je ne dis pas forcément des moyens éducatifs parce que c'est autre chose, de l'information passe par des canaux extrêmement diversifiés, dont Internet, et il y a évidemment le meilleur et le pire. Dans Internet, ça charrie aussi bien de fausses informations que de la désinformation, que des informations d'une qualité exceptionnelle. Il y a tout sur Internet. Alors, est-ce que ce n'est pas un véritable défi? Est-ce que ce n'est pas le véritable défi pour l'université française et pour l'école française? Pour l'ensemble du système éducatif. J'ai eu un extraordinaire privilège, puisque j'ai pris mes fonctions de recteur en 1993 et je les ai abandonnées en 2007, c'est de vivre cette révolution. C'est de vivre cette révolution et elle a été d'une extraordinaire richesse pour notre système éducatif. Vous avez raison, il y a le meilleur et le pire. Et le pire,
c'est précisément une certaine tendance qu'avaient les élèves, surtout au début. Je pense que c'est en train de régresser, les élèves, les jeunes, disons, parce que ça déborde largement du cadre scolaire, à considérer que ce qui était sur Internet, et ce qui venait par le truchement de l'ordinateur, était par définition authentifié. Je crois que l'un des appuis majeurs qu'Internet peut apporter au développement du système scolaire, au développement de l'éducation à la citoyenneté aussi, au développement également de la formation morale, dont le président de la République nous rappelait récemment à quel point il y attachait une importance toute particulière. Nous serions trop à l'y encourager. Mais nous serions trop, encore un effort, Monsieur le Président. Voilà. Et s'il y a un aspect essentiel du point de vue de la méthodologie, donc, c'est justement cette capacité qu'a l'enseignant d'aider l'élève à faire le tri. Je crois qu'Internet est un domaine rêvé pour développer une vertu très simple qu'on appelle le discernement. Discernement au sens étymologique du terme, c'est-à-dire faire le tri entre le bon et le moins bon, entre le vrai et le totalement faux. Et ça, c'est déjà quelque chose d'énorme parce que ça éveille l'esprit et ça éveille l'esprit critique. D'ailleurs, discernement et esprit critique, c'est la même racine. Et puis, oui, vous avez raison, il y a des choses tout à fait répréhensibles sur Internet, et puis ça peut donner lieu effectivement à des dérives éthiques. Je crois de temps en temps, on prend je ne dirais pas qu'on fait un exemple, mais on prend sur le fait une dérive et puis on essaye de la gérer le mieux possible, au besoin en prenant les sanctions, même d'ailleurs si c'est quelque chose qui doit se faire au détriment de tel ou tel enseignant. Heureusement, les cas sont rarissimes. Mais ça représente aussi une aide énorme pour l'enseignement. Est-ce qu'on se rend compte, par exemple, que la totalité du corpus de la littérature grecque, je prends un exemple très exotique, d'une certaine façon, qui s'intéresse, me direz-vous, à la littérature grecque aujourd'hui. Pas que c'est exotique, moi qui ai fait du grec. Bien sûr, nous sommes tous attachés viscéralement, je le dis très sérieusement, aux humanités grecques et latines. La totalité du corpus de la littérature grecque est disponible sur Internet. Mes étudiants à qui je donnais des conseils en matière de dictionnaire historique de l'anglais en début d'année, me disent, mais vous, monsieur, attendez, renseignez-vous. Dans notre université, la mienne, l'université de Paris 3, nous avons, par Internet, nous avons accès à la totalité de l'immense dictionnaire d'Oxford, l'Oxford English Dictionary, où vous avez sur une richesse qui est bien plus grande, qui est celle de 15 lettrés, mis bout à bout. Et ça, c'est quelque chose qui ne pouvait pas exister autrefois. L'accès aux sources a été considérablement simplifié. Alors, dès lors donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, dès lors donc que cette utilisation d'Internet ne s'accompagne pas d'une révérence excessive et qu'elle comporte cette intervention de l'esprit critique et cette capacité donc qu'on doit donner aux élèves de s'orienter, de naviguer. Naviguer, c'est un très beau mot aussi. Naviguer, discriminer, triguer, mettre à l'épreuve. Et puis surtout lire, parce qu'on peut lire beaucoup plus de choses. C'est cela, l'éducation, l'enseignement, la mission d'enseignement. Et contrairement à ce qu'on pensait au début, Internet ne détrônera pas le maître. Au contraire, le maître est plus que jamais nécessaire précisément pour apporter ce guidage méthodologique. Je dois d'ailleurs donner un témoignage personnel amusant à ceux qui pensent que la tricherie n'existe que depuis Internet, la tricherie des élèves qui recopient, qui pompent, comme on dit, le problème des plagiats. Internet. Lorsque un de mes enfants était dans une classe où on faisait des travaux dirigés, un jour l'école a exposé des travaux dirigés. Alors j'en ai feuilleté quelques-uns avec les autres parents d'élèves, et quelle n'a pas été la surprise de reconnaître des passages entiers d'un de mes livres. Mais pas chez mon enfant, chez un autre. Donc, ce qui est une bonne lecture. Je ne sais pas, mais en tout cas, il avait des lectures. Ou de la lecture, comme on dit, comme on disait de la culture. Alors, il me reste, monsieur le recteur, à vous remercier, bien entendu, de nous avoir apporté ce témoignage et naturellement ces éclairages très précieux sur tous les problèmes qui se posent pour l'éducation de nos enfants et de nos jeunes adolescents et même des adultes, parce que finalement, les adultes ont besoin aussi d'éducation. Je rappelle le titre de votre livre, Alain Morvan, L'honneur et les honneurs, donc souvenir d'un recteur carchérisé, aux éditions Grasset. Je rapproche l'ouvrage de la caméra. Donc j'espère que nous aurons l'occasion de parler, lorsque des problèmes d'enseignement se poseront, et de grands choix de la nation, d'en reparler devant cette caméra. Et en tout cas, je suis persuadé que nos téléspectateurs auront été certainement très intéressés par les propos que vous avez tenus. Madame, mademoiselle, monsieur, il me reste à vous remercier de nous avoir prêté attention.
Gardez courage, la France n'est pas morte. À bientôt et donc, vive la France.